Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui les regardent, à ceux qui se sont abonnés à la chaîne et pour tous vos commentaires, likes et partages. Cela fait grandir la communauté. Je tiens aussi à remercier spécialement les membres exceptionnels de la chaîne dont les noms s'affichent à l'écran. Votre soutien dépasse toutes les attentes et je vous suis très reconnaissant à tous. Si quelqu'un souhaite devenir membre de la chaîne, il y a un lien sous la description. Mais maintenant, veuillez simplement vous détendre pendant que nous examinons 4 affaires provenant de 4 pays différents. La première affaire vient de l'Australie de la fin du 19e siècle. Helen Lynch est née en 1846 à Mallow, dans le comté de Cork, en Irlande. Cette période a été marquée par la Grande Famine, un événement dévastateur de l'histoire irlandaise qui a entraîné de grandes souffrances. La perte de la récolte de pommes de terre en Irlande a eu des conséquences tragiques majeures. La famine de masse, les maladies et la mort ont ravagé le pays, entraînant une baisse significative de la population en raison de l'émigration et des taux de mortalité élevés. La famine a aussi accru les tensions entre les Irlandais et les autorités britanniques, faute de secours suffisants et à cause de politiques aggravant la crise. La famille d'Hélène, comme beaucoup d'autres, a été prise dans l'étau de cette catastrophe. Et bien que l'on sache peu de choses sur son enfance, on peut supposer qu'elle a enduré les difficultés et les épreuves liées à la vie en Irlande. Au milieu du 19e siècle, la Grande Famine a eu un impact profond sur sa famille et sur d'innombrables autres. Et après la mort de son père, sa mère, appelée Madame Mary Lynch, prit la décision de quitter l'Irlande le 6 avril 1858, accompagnée de ses 2 filles. Madame Lynch monta à bord d'un navire nommé Joshua et fit voile vers la colonie australienne de Nouvelle-Galles du Sud, où elle retrouva sa sœur, qui s'y était déjà installée et vivait dans la petite ville de Goulburn, à environ 120 miles au sud-ouest de Sydney. Lorsque Madame Lynch et ses filles arrivèrent en Australie, elles furent confrontées à la tâche difficile de construire une nouvelle vie dans un pays nouveau et inconnu. Cependant, elles faisaient partie d'une vague plus large d'immigrants qui, durant cette période, avaient été attirés par la promesse de terres fertiles, de perspectives économiques et l'espoir d'un avenir meilleur. Les 2 filles n'allaient pas à l'école. En Irlande, l'éducation n'était pas obligatoire durant leur enfance. Et la scolarité n'est devenue obligatoire en Australie qu'avec la loi de 1870. Au lieu d'aller à l'école, Hélène a trouvé un emploi. Elle travaillait dur pour aider sa mère. Elle était polie. Et Madame Lynch entendait souvent dire qu'elle avait élevé 2 filles très respectables. Quand Hélène était encore adolescente, elle a épousé Monsieur William Woods et, au cours des années suivantes, elle a donné naissance à 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Tragiquement, la première-née, une petite fille nommée Victoria, est morte de la scarlatine le 22 août 1867, alors qu'elle n'avait que 4 ans. La vie en Australie au 19e siècle présentait des défis redoutables, en particulier pour les familles vivant dans les régions rurales agricoles. Ils devaient faire face aux rigueurs exigeantes du travail agricole, à un accès limité aux médecins et aux médicaments, et endurer l'isolement imposé par leur éloignement des grandes communautés. La situation devint encore plus désespérée pour Hélène lorsque, le 20 mai 1871, après 9 ans de mariage, son mari mourut. La terrible perte de William la laissa avec le lourd fardeau de subvenir aux besoins de ses enfants. Sa quête de sécurité financière la mena dans le nord du Queensland, où la découverte d'or promettait de nouvelles opportunités. Déterminée et résolue, elle fit ses bagages et partit pour Cooktown dans l'espoir de trouver du travail. Cependant, la vie ici s'avéra bien plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Peu de femmes étaient venues ici, et Hélène soignait des mineurs malades, souvent atteints de troubles respiratoires ou d'infections d'insectes. Mais elle travaillait dur afin d'essayer de gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En 1877, la ville de Port Douglas est devenue une colonie clé dans l'extrême nord du Queensland. Sa création a été principalement motivée par les importantes découvertes d'or dans la région, en particulier dans les champs aurifères de la rivière Hodgkin. Cette nouvelle ville servait de porte d'entrée essentielle pour les chercheurs d'or, les mineurs et les colons qui cherchaient à profiter des nombreuses opportunités minières de la région. Des gens s'y rendaient aussi pour cultiver la terre, et parmi les premiers à obtenir des terres figurait Monsieur William Thompson, également connu sous le nom de Billy.
Il avait un tempérament quelque peu exigeant et intransigeant, mais il était indéniablement assidu et travailleur. En 1878, Helen a accepté un poste de gouvernante chez Monsieur Thompson. Il avait 24 ans de plus qu'elle, et malgré son attitude ferme et résolue, il semblait bien s'entendre. Leur relation prit une tournure inattendue lorsque, en 1880, Helen découvrit qu'elle était de nouveau enceinte et donna naissance à une fille, qu'elle appela Helen. Bien sûr, son employeur, Monsieur William Thompson, était le père du bébé. Et maintenant qu'il avait un enfant à lui, il semblait devenir moins agressif. Et, pendant un certain temps, se montra beaucoup plus attentionné envers elle. Hélène était cependant une enfant illégitime, car sa mère avait accouché hors mariage, ce qui, à l'époque, portait encore un fort stigmate social. Ne voulant pas être le père d'une fille illégitime, William demanda Hélène en mariage. Bien qu'il y ait eu une différence d'âge considérable, Hélène connaissait très bien les difficultés qu'elle avait endurées en essayant d'élever ses enfants seule, alors elle accepta sa proposition. Elle voulait offrir une vie plus stable à sa famille, mais le mariage se dégrada vite et devint violent. Les autorités ont protégé Hélène et ses enfants du tempérament de William. Un enfant a été retiré pour des conditions de vie préoccupantes, un autre déplacé après des abus verbaux. Un troisième a trouvé du travail en construisant des routes. Et l'une des filles d'Hélène a quitté la maison après que son beau-père lui a lancé une lampe à pétrole lorsqu'elle s'est opposée à sa proposition de l'épouser avec son frère, qui avait déjà la cinquantaine. Lorsqu'Hélène a essayé d'intervenir, il lui a lancé un couteau. William nourrissait également de forts préjugés contre les voisins chinois du couple. Ses paroles dures et désobligeantes à leur égard ont encore alimenté la tension entre le couple. Finalement, Hélène a déménagé dans un autre établissement, mais elle est restée mariée et savait qu'à la mort de son mari, elle hériterait de ses biens. Pour assurer la prospérité de la ferme, elle a commencé à travailler dans les champs de canne à sucre. C'est pendant ces journées laborieuses qu'elle a rencontré Monsieur John Harrison, un homme qui était originaire du petit village de West Frenton, dans le comté de Durham au nord-est de l'Angleterre, et qui avait déserté les Royal Marines. Il n'était en Australie que depuis peu de temps, et travaillait maintenant dans une propriété voisine. Il était beaucoup plus jeune qu'Hélène, étant né en 1859, mais ils semblaient très bien s'entendre. Peu après leur première rencontre, des rumeurs ont circulé dans la communauté sur une relation inappropriée entre eux. William fut mis au courant de tous les commérages locaux et devint de plus en plus méfiant face à l'attention que Monsieur John Harrison semblait porter à sa femme. Au bout d'un moment, il l'a confronté et a crié « Jack, pourquoi viens-tu ici promener la vieille femme partout comme ça tous les jours ?» Le fait qu'il ait mis en colère Monsieur Thompson ne semblait pas décourager Monsieur John Harrison, et les rumeurs sur sa relation avec Hélène continuaient. Finalement, Monsieur Thompson en eut tellement assez que sa femme soit le sujet de spéculations et d'insinuations qu'il défia Monsieur John Harrison en duel. Il lui lança que le meilleur garde la vieille femme. La majorité des gens considérèrent simplement ces accès de colère comme les divagations d'un vieux grincheux. Cependant, certains exprimèrent des inquiétudes quant à l'état d'esprit de Monsieur William Thompson et se demandèrent s'il n'avait pas perdu la raison. Le 22 octobre 1886, Monsieur Thompson fut découvert sur le sol de sa maison. Son arme était à côté de lui et il avait une blessure par balle à la tête. Bien qu'il fût encore en vie, il était incapable de parler et plus tard dans la nuit, il est décédé. Un sentiment indéniable de choc et de confusion s'ensuivit, alors que les voisins arrivèrent bientôt pour présenter leurs condoléances à la veuve du défunt. Les gens savaient que Monsieur William Thompson était un personnage instable et certains s'étaient inquiétés de son état mental. Ainsi, il ne semblait pas suspect que sa vie se soit terminée de sa propre main. Il ne fallut pas longtemps avant que les autorités soient alertées de la scène macabre et qu'Hélène soit invitée à faire une déclaration. C'est ce qu'elle dicta à la police, étant incapable de l'écrire elle-même car elle était analphabète. Dans sa déclaration, elle a dit aux policiers qu'elle pensait que son mari n'allait pas bien depuis un certain temps et qu'il s'était donné la mort. La police a d'abord cru que c'était vrai, mais son choix de mots a laissé des questions en suspens. Et bien qu'il n'y ait eu aucune preuve incriminante, certains ont envisagé la perspective troublante que la mort de Monsieur William Thompson n'ait peut-être pas été un simple acte de suicide. Ils craignaient que sa mort ait pu être causée soit par un tir accidentel, soit
plus sinistrement par un acte délibéré. Dans les semaines qui ont suivi le tragique incident, Hélène semblait lutter avec un mélange de chagrin et le besoin pressant de poursuivre ses propres responsabilités. Elle s'occupait des tâches quotidiennes de la gestion de la ferme et était désormais assistée par un nouvel employé, Monsieur John Harrison. Au fil des jours qui devenaient des semaines, on les voyait beaucoup plus souvent ensemble et les gens recommençaient à bavarder sur la nature de leur relation. Les autorités découvrirent rapidement que la disparition tragique de Monsieur Thompson était de nouveau le sujet principal dans la petite communauté. Et après avoir appris que sa veuve avait été ainsi l'objet de commérages, ils décidèrent de surveiller de près Madame Thompson et Monsieur Harrison. Il était évident que le vent du soupçon tournait, car les circonstances particulières entourant la mort commençaient à jeter une ombre de doute sur la théorie initiale du suicide. Ce n'était pas seulement une question d'incertitude, mais une conviction croissante des autorités qu'il y avait plus dans cette tragédie. Plusieurs facteurs clés, dont la pression incessante du frère déterminé de M. Thompson. Il croyait fermement que les rendez-vous professionnels à venir de William à Port Douglas, prévus pour le lendemain de sa mort, allaient à l'encontre de l'idée d'un suicide. De plus, certains habitants de Port Douglas, qui reconnaissaient que William était un personnage instable, avait du mal à croire qu'il était mort de sa propre main. Avec le développement du scepticisme, beaucoup se demandaient si une chose plus complexe n'était pas en jeu. Par conséquent, le 6 janvier 1887, Madame Helen Thompson et Monsieur John Harrison furent arrêtés à bord du vapeur Glanworth. Au cours de leur voyage de retour vers Port Douglas, depuis la ville animée de Townsville, ils étaient apparemment allés voir un avocat. Les deux furent interrogés mais nièrent toute implication dans la mort de William Thompson. Les autorités décidèrent finalement d'exhumer le corps de M. Thompson. Des chirurgiens examinèrent le crâne, passant au crible les fragments de preuves qui pourraient éclairer les circonstances entourant la manière dont il était mort. Leur conclusion, à la fois perplexe et troublante, remettait en question l'hypothèse que la mort résultait d'un seul coup de feu. Au lieu de cela, ils ont conclu que M. Thompson avait été touché non pas une, mais 2 fois, ce qui soulevait de nouvelles questions sur la manière dont il était mort. Madame Helen Thompson et M. John Harrison ont été accusés de meurtre. Le procès s'est tenu à Townsville le 3 mai 1887 où Helen et John ont plaidé non coupables. Tout au long de l'épreuve, tous deux sont restés fermes dans leur déclaration d'innocence. Hélène a fermement nié tout rôle dans la mort de son mari, affirmant avoir été accusée à tort. L'accusation a dressé un tableau tout à fait différent, alléguant qu'Hélène et John Harrison avaient conspiré pour tuer son mari dans un acte motivé par le gain financier. Cependant, la défense a souligné que la majorité de la succession de William Thompson n'avait pas été léguée à sa femme, mais à son frère. Au fur et à mesure que le procès avançait, Hélène a fait face à de nombreuses accusations et insinuations dans la salle d'audience. Elle a été qualifiée de femme légère, son caractère a été sali dans le but de la présenter comme moralement suspecte. Les projecteurs se sont braqués sur Jane Harrison, présentée comme son dernier intérêt amoureux, et la presse n'a pas tardé à dépeindre Hélène comme une femme fatale, une figure de scandale et d'intrigue. Au fil de la procédure judiciaire, un soupçon persistant a gagné certains observateurs. Ils ne pouvaient s'empêcher de se demander si le verdict avait été prémédité. Bien avant le début du procès, l'atmosphère était chargée de doutes et la balance de la justice semblait déséquilibrée. Pas moins de 197 dépositions ont été présentées au nom de la couronne. Un ensemble impressionnant de preuves qui semblaient jouer en défaveur des deux accusés. Il devenait de plus en plus évident qu'ils faisaient face à une bataille difficile, leur défense s'affaiblissant sous le poids du dossier de l'accusation. Peut-être encore plus troublant fut la révélation inquiétante que certains témoins auraient pu être influencés par des incitations financières afin de tenter d'assurer une condamnation. Certains se demandaient si l'intégrité même de l'affaire contre les accusés n'avait pas été compromise. Le procès a duré 3 jours et, malgré sa nature déroutante, le jury a rendu un verdict décisif. Coupable. Helen Thompson fut la première et unique femme du Queensland condamnée à la pendaison. Le jugement a provoqué une onde de choc, non seulement dans tout le Queensland, mais aussi dans toute l'Australie. Lorsque le juge a prononcé sa sentence, Helen a eu la possibilité de s'exprimer.
Sa réponse fut un plaidoyer passionné et émouvant pour son innocence. Elle a parlé de son profond chagrin après la perte de son mari et a de nouveau nié toute implication dans son meurtre. Hélène a accusé les témoins de mentir et a suggéré que son mari avait des tendances suicidaires, tout en insinuant que leur voisin chinois aurait pu jouer un rôle sinistre dans sa mort. Après le verdict, Hélène s'est retrouvée dans une situation épouvantable, sa réputation étant ternie et sa vie ne tenant qu'à un fil. À l'approche de la date de son exécution, Hélène a eu recours à des mesures désespérées. Elle a demandé à un gardien de prison d'écrire des lettres émouvantes en son nom au gouverneur du Queensland, implorant sa clémence. Elle a juré solennellement sur la mémoire de son mari son innocence. John Harrison, en revanche, semblait avoir une autre disposition. La veille de son exécution, il aurait fait un aveu choquant à un gardien de prison. À voix basse, il a admis la terrible vérité. Il avait tué William Thompson. Il a décrit une série de tentatives ratées pour l'empoisonner et une altercation violente qui s'est terminée par les coups de feu mortels. Et pendant tout ce temps, il était encouragé par Hélène à tuer son mari. C'était une révélation glaçante. Il a même confirmé qu'il n'avait jamais réellement eu de sentiments pour Hélène et qu'il n'avait toujours été intéressé que par la ferme et la canne à sucre. Le 13 juin 1887, Madame Helen Thompson et Monsieur John Harrison ont affronté leur jugement final alors qu'ils étaient conduits à la potence à la prison de Boger Road. Dans ces derniers instants, Hélène a maintenu fermement son innocence, sa voix restant inébranlable. Elle a dit « Je suis innocente ». Puis, au seuil de sa propre mortalité, elle a prononcé ces derniers mots « Je meurs comme un ange blessé ». Pour le deuxième cas, nous allons dans la Malaisie du début du XXe siècle. La Malaisie britannique regroupe divers États de la péninsule malaise et Singapour, contrôlés par les Britanniques du XVIIIe au milieu du XXe siècle. Cependant, la Malaisie n'a jamais été colonisée et les souverains malais ont gardé leur souveraineté. La Grande-Bretagne contrôlait seulement l'administration, mais la Malaisie restait très importante pour elle. À la fin du XIXe siècle, les États malais produisaient plus de la moitié de l'étain mondial et, au début du XXe siècle, était aussi le premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Durant cette période, les Britanniques ont fondé des écoles principalement fréquentées par les enfants de soldats, fonctionnaires et employés britanniques. Et certaines de ces écoles étaient très prestigieuses. Monsieur William Prudlock travaillait dans l'une de ces écoles, le célèbre Institut Victoria pour garçons, un lycée fondé en 1893. William a intégré le personnel en 1901 à seulement 20 ans. Le directeur, Monsieur Bennett E. Shaw, l'avait personnellement invité à enseigner là-bas lors d'une mission de recrutement en Angleterre. L'école était à Kuala Lumpur, une ville assez récente fondée en 1857 comme centre de l'industrie de l'étain. Elle s'est vite développée et, en 1897, est devenue capitale de la province de Selangor. En 1896, Kuala Lumpur est devenue la capitale des tout nouveaux États malais fédérés. La population de la ville a vite cru, surtout grâce à l'essor de l'industrie du caoutchouc, très demandée au début des années 1900 pour la fabrication de pneus, pour la nouvelle industrie automobile. Kuala Lumpur a attiré de nombreux hommes d'affaires et commerçants, dont beaucoup devaient trouver de bonnes écoles pour leurs enfants. William Prudlock a épousé Ethel Charter, âgée de 19 ans en avril 1907, à l'église Sainte Marie de la ville. Ils ont eu une cérémonie discrète et sobre, malgré le fait qu'au début du XXe siècle, un mariage d'expatriés était souvent l'occasion de célébrations fastueuses. Au lieu de porter une robe blanche traditionnelle, Ethel a choisi d'en porter une bleue électrique. 1 heure après la réception, les mariés étaient déjà partis en lune de miel en Angleterre. Beaucoup ont supposé que la raison en était qu'elle essayait de cacher le fait qu'elle était enceinte. Même à l'époque édouardienne, il était mal vu pour une jeune femme d'être enceinte avant le mariage. Ethel n'était cependant pas une expatriée typique. En fait, elle était illégitime à la suite d'une relation entre son père et une femme du pays. Sur l'acte de naissance, Robert Charter était nommé comme père, sans mention de mère. Elle a été élevée par lui et sa femme. Cependant, Madame Charter semblait en vouloir à Ethel et ne l'a jamais acceptée comme sa propre enfant. Après 9 mois en Angleterre, le couple est retourné à Kuala Lumpur. Nous étions maintenant en janvier 1908 et il semblait que toutes les spéculations qui avaient entouré le mariage du couple étaient probablement fondées,
car pendant leur absence, Ethel avait donné naissance à une fille qu'ils ont appelée Dorothy. William a continué à travailler à l'école et a progressé jusqu'au poste de directeur adjoint. Il vivait avec sa famille dans un quartier connu sous le nom de Brickfields. En 1910, lorsque M. Bennett Shaw est rentré en Angleterre, William a été nommé directeur par intérim et, avec sa femme et sa fille, il a emménagé dans le bungalow du directeur. C'était un grand bâtiment en bois de plain-pied avec une véranda qui l'entourait. Derrière coulait la rivière Klang, devant une haie de 5 pieds. Il était situé à une extrémité du terrain de jeu de l'école, qui se trouvait entre le bungalow et une rue très fréquentée. Heureusement, c'était suffisamment éloigné pour que les Proudlock ne soient pas dérangés par le bruit. Les journées étaient chaudes et humides, car le climat était tropical. Il n'y avait pas de saison distincte et très peu de variations de température. Avril 1911 fut une période très chaude. Le soleil brillait presque toute la journée avec quelques averses occasionnelles. Ethel, cependant, était habituée à ce temps. Elle restait souvent à la maison pendant que William travaillait, aidé par ses domestiques, logés derrière la propriété. Le 23 avril 1911 au soir, William Proudlock assista à un dîner avec un collègue, laissant sa femme Ethel seule au bungalow. Cette nuit-là, cependant, Ethel reçut un visiteur, un célibataire de 34 ans nommé William Crozier Stewart. Monsieur Stewart était consultant minier et ancien directeur de la mine d'étain de Salac South. Ce jour-là, il avait visité une plantation d'EVA, mais avait décliné une invitation à dîner, déclarant qu'il avait un rendez-vous important à Kuala Lumpur. Plus tard, il a dîné avec un ami, mais est parti à 21h, affirmant encore avoir un rendez-vous. Il s'est rendu à la résidence Proudlock en pousse-pousse. C'était un moyen de transport fréquent en Asie, au début des années 1900 et une source d'emploi pour les ouvriers hommes. Un pousse-pousse est une voiturette à 2 ou 3 roues, tirée par une personne. En général, un seul passager prenait le pousse-pousse. Arrivé au bungalow, M. Stewart demanda au garçon d'attendre derrière la haie pendant sa courte visite. Il dit qu'il sortirait bientôt et aurait besoin d'être ramené en ville. Quelques minutes plus tard, le garçon entendit des coups de feu. Il vit alors M. Stewart trébucher dans les escaliers et s'effondrer au sol. La partie inférieure de son corps était sur l'allée et la partie supérieure reposait sur l'herbe. Alors que le garçon regardait en silence, il vit une dame s'approcher. Elle avait une arme à la main. Effrayé par ce qui pourrait lui arriver, le garçon s'est enfui en direction des grilles. En courant, il entendit 4 autres coups de feu. L'un des domestiques de Madame Proudlock entendit le bruit et se précipita pour voir ce qui se passait. En voyant Madame Proudlock armée d'un revolver, ils firent appeler aussitôt son mari, Monsieur William Proudlock. Il revint rapidement et trouva sa femme en état de choc, assise sur la véranda. La police arriva également. Le corps de Monsieur Stewart fut retrouvé à 20 ou 30 pas du bungalow, atteint d'une balle en plein cœur. Une autopsie ultérieure menée par le Dr Cooper, le médecin-chef de l'hôpital général, découvrit 5 autres blessures par balle à l'arrière du cou, de la mâchoire et du crâne de Monsieur Stewart. Madame Ethel Proudlock fut arrêtée et inculpée de meurtre. Le procès suscita un grand intérêt aussi bien en Malaisie qu'en Grande-Bretagne. Le jeune conducteur de pousse-pousse a expliqué avoir entendu des coups de feu. Il a ensuite vu Madame Stewart trébucher dans les escaliers et tomber au sol. Il a confirmé que c'était un des accusés qu'il avait vu regarder Monsieur Stewart. Il a dit s'être enfui en courant et avoir entendu 4 autres coups de feu. Monsieur William Proudlock a déclaré au tribunal qu'en rentrant ce soir-là, il avait trouvé sa femme très bouleversée, avec du sang sur la joue et sa robe. Il a dit lui avoir demandé ce qui s'était passé et elle a répondu que Monsieur Stewart était venu récupérer un livre. Quand elle était allée le chercher, il l'a encerclé et a tenté de l'agresser. Il a ajouté que sa femme était sur la véranda, qui était en désordre, et qu'elle parlait de façon très incohérente. Madame Ethel Proudlock a témoigné pour sa propre défense. Elle a déclaré au tribunal que Monsieur William Stewart était venu à la maison de l'école et, après de brèves politesses, avait tenté une familiarité grossière. Il a alors dit « Tu es une fille adorable et je t'aime », ainsi que d'autres paroles scandaleuses. Une lutte s'en est suivie et M. Stewart a éteint la lumière. Mme Proudlock a dit qu'elle avait essayé d'atteindre l'interrupteur, mais qu'elle était tombée sur le revolver de son mari à la place. Elle a dit qu'elle avait tiré une fois, non pas pour essayer de tuer le monsieur, mais pour s'en débarrasser. Madame Proudlock a ajouté qu'après cela, elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé et qu'elle n'a repris conscience que lorsqu'elle se trouvait sur la véranda, tenant le revolver.
Elle l'a aussitôt jeté par terre et a demandé à un domestique d'appeler son mari qui dînait dehors avec un ami. Lorsqu'il est revenu, Madame Proudlock a dit qu'elle a crié « Du sang, du sang, j'ai tiré sur un homme ». Elle a affirmé que la fusillade sur Madame Stewart était de la légitime défense. Lors du procès, l'accusation a souligné que Monsieur William Stewart avait été abattu sur la véranda, indiquant qu'il quittait alors le bungalow. De plus, il avait demandé au garçon du pouce-pouce de l'attendre, donc il ne s'attendait manifestement pas à rester là très longtemps. Mais ce n'est pas tout ce que l'accusation a révélé. Ils ont affirmé que l'accusé, Madame Ethel Proudlock, et le défunt gentleman, Monsieur William Stewart, étaient en réalité amants. Ils ont dit que Madame Proudlock était difficile et hystérique, et que William Stewart avait entamé une relation avec une chinoise. Il était venu au bungalow cette nuit-là pour rompre. Madame Proudlock l'a tué dans une crise de jalousie. La presse a avancé plusieurs théories différentes, spéculant que Madame Proudlock aurait pu inviter Monsieur Stewart au bungalow cette nuit-là dans le seul but de le tuer. Ou peut-être était-il vraiment allé là-bas pour rompre officiellement comme le disait l'accusation. Et tellement indignée qu'il puisse faire une telle chose, elle lui a tiré dessus. Ils ont aussi suggéré qu'Ethel aurait eu un autre amant présent au bungalow lors de l'arrivée de Guillaume, qui serait responsable du tir. Ethel en a assumé la responsabilité. La presse a suggéré que cet homme aurait pu traverser la rivière, à la nage, derrière le bungalow pour échapper à la détection. Mais cela semble douteux. C'était la nuit, et la rivière était pleine de crocodiles à traverser à la nage. Cela aurait été très risqué, et les chances d'atteindre l'autre rive vivant auraient sans doute été très faibles. Cependant, Ethel a réfuté toutes ces affirmations. Elle a maintenu son innocence et a nié toute suggestion selon laquelle elle aurait pu être impliquée dans une relation inappropriée avec Monsieur Stewart. Elle a juste dit qu'elle lui avait tiré dessus pour protéger son honneur. Il n'y avait pas de jury et l'affaire a été jugée par un juge et 2 assesseurs. Le procès a duré 10 jours. Et le 22 juin 1911, le juge a déclaré Madame Ethel Proudlock coupable du meurtre de Monsieur William Stewart. Le juge a déclaré qu'il y avait des incohérences dans son témoignage et que d'autres preuves circonstancielles indiquaient qu'elle avait intentionnellement assassiné le gentleman. Il l'a ensuite condamné à mort. Le verdict a été largement rapporté, mais il a été éclipsé car le même jour, le roi George V a été couronné roi du Royaume-Uni et des dominions britanniques ainsi qu'empereur des Indes, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'abbaye de Westminster à Londres. Cependant, de nombreuses personnes au sein de la communauté locale étaient très en colère contre la décision du juge, ce qui a poussé le journal The Malay Mail à publier l'avis suivant. « Nous refusons de nous associer aux réactions hystériques qui ont suivi la décision judiciaire. Des correspondances ont déjà été publiées dans nos colonnes concernant cette affaire, et les opinions de nos lecteurs seront rendues publiques dans certaines limites. Mais pour ceux d'entre vous qui sont allés jusqu'à tous les excès adjectivaux pour tenter d'exprimer leur colère contre le juge et les assesseurs, on peut ajouter que leurs élans finiront dans l'oubli de la corbeille à papier. Ethel Proudlock a été envoyée à la prison de Pouda pour attendre son exécution en 1911. Considéré comme relativement moderne, ce bâtiment fut construit par le gouvernement colonial britannique entre 1891 et 1895. Les cellules étaient petites, sombres, avec une fenêtre de la taille d'une boîte à chaussures. Au fil des semaines, l'opinion parmi les habitants locaux semblait être que Madame Proudlock avait été traitée durement par le juge. Il pensait qu'elle avait agi en légitime défense pour protéger son honneur et demandait qu'elle soit graciée. Monsieur William Proudlock, son mari, a écrit plusieurs lettres pour exiger sa libération. Dans beaucoup de ces lettres, il critiquait le gouvernement de Selangor pour la manière injuste dont ils avaient mené le procès. Il insistait sur le fait que non seulement le système judiciaire était défectueux, mais qu'il y avait aussi des problèmes dans la manière dont le crime avait été enquêté. Il critiquait la conduite du commissaire en chef et insistait sur le fait que le monsieur était entré dans le club de Selangor, disant à tout le monde que Madame Proudlock serait pendue. Ce n'est certainement pas un très bon exemple d'un membre des forces de l'ordre agissant de manière impartiale. Monsieur Proudlock a également affirmé que ses domestiques avaient été battus par la police parce qu'ils ne répondaient pas à leurs questions d'une manière qui incriminerait sa femme. Mais malgré cela, Ethel est restée en prison en attendant son appel. Pendant cette période, plusieurs pétitions ont été lancées pour demander sa grâce. Cela incluait une pétition de son mari et des garçons de l'Institut Victorial Samedi. Le 8 juillet 1911, malgré l'avis des conseillers britanniques,
Le sultan a gracié Madame Ethel Proudlock à condition qu'elle quitte la Malaisie. Elle est aussitôt partie en Angleterre avec sa fille. William Proudlock a été poursuivi pour diffamation par la police après avoir affirmé qu'ils avaient abattu ses domestiques. Lorsqu'ils ont refusé de donner de faux témoignages contre sa femme, il a perdu le procès et a perdu son poste d'enseignant. Il est reparti en Angleterre. Cependant, il a continué à se battre, écrivant de nombreuses lettres au Colonial Office pour critiquer l'enquête sur les événements du 23 avril 1911 et le traitement terrible infligé à sa femme. William croyait qu'elle n'avait été poursuivie que parce qu'elle était eurasienne. Si elle était née de parents britanniques, l'affaire n'aurait jamais été portée devant les tribunaux. William et Ethel n'ont pas longtemps vécu en Angleterre. Ils ont déménagé au Canada en 1913 mais ne sont pas restés ensemble 3 ans plus tard. Ethel a déménagé aux États-Unis. En 1931, William a accepté un poste au Collège Saint-Georges en Argentine. Il est mort en 1958 à 77 ans. En 1944, Ethel s'est remariée et en 1950, elle a déménagé en Floride où elle est décédée en 1974. À l'âge de 88 ans, sa fille, Dorothy, s'est finalement installée à Miami où elle est décédée en 1990. Âgée de 83 ans, elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant. Dans les années 1920, l'écrivain Somerset Maugham, informé de l'affaire Ethel Proudlock par son avocat, en a tiré un roman intitulé « La lettre ». L'histoire a d'abord été adaptée au théâtre, puis au cinéma. Par la suite, l'incident survenu dans le bungalow du directeur le 23 avril 1911 a été largement oublié et n'a plus jamais été évoqué à l'Institut victorien. Cela jusqu'en 1999, lorsqu'un livre intitulé « Meurtre sur la véranda » et écrit par Eric Lawler a été publié. En 1957, la Malaisie devient indépendante sous le nom de Fédération indépendante de Malaisie. En 1963, la fédération a été renommée Malaisie. Pour le troisième cas, nous allons aux États-Unis du début du XXe siècle. George Bailey est né dans la petite ville de Whitefield, dans le comté de Lincoln, dans le Maine. Lorsqu'il a terminé ses études, il a commencé à travailler et, alors qu'il était encore jeune homme, il a épousé une femme originaire de Lynn, dans le Massachusetts. Ils ont vécu ensemble dans la ville d'Alna, dans le Maine, où l'épouse de George a donné naissance à 2 enfants avant qu'une tragédie ne survienne et que la pauvre jeune femme ne décède. À la suite du décès de son épouse, George s'est retrouvé submergé par une vague de chagrin accablante. Laissé avec 2 jeunes enfants, il a dû faire face au défi de la parentalité en solo, affrontant la nouvelle réalité de les élever seuls. Incapable d'y parvenir, il s'est remarié, cette fois avec une jeune femme nommée Mademoiselle Abby Hilton, originaire de la ville voisine de Wiscasset. Ici, George a débuté comme forgeron, et dans les années suivantes, Abby a eu 4 enfants. Cependant, le mariage a rencontré de nombreux problèmes, et au printemps 1897, George a abandonné sa famille alors qu'il entamait une relation avec Mademoiselle Susie Young, la demi-sœur de sa femme. Ce départ soudain a laissé Madame Abby Bailey dans une situation difficile, apparemment abandonnée par son mari. Elle devait désormais subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de ses 6 enfants pour assurer leur bien-être. Au milieu de ce bouleversement, elle a pris la décision déchirante de placer ses enfants dans des familles à Whitefield et à Wiscasset. Malgré l'adversité, elle a finalement trouvé un emploi comme femme de ménage, désireuse de quitter la ville et d'éviter les complications liées au fait de laisser sa femme en compagnie de Mademoiselle Young. George est allé vivre à Saugus, chez un gentleman nommé Monsieur Henry O. Mitchell. Cependant, en octobre 1897, l'occasion s'est présentée pour lui de prendre le bail de la ferme Breakheart Hill, une propriété de 18 acres nichée au cœur de la vaste forêt de Breakheart Hill. Cela avait été rendu possible grâce à l'association forestière basée à Lynn, à condition qu'il accepte de prendre la responsabilité de superviser les camps de chasse dans la forêt, ce qui lui rapporterait un revenu modeste mais bienvenu de 20 centimes de l'heure. Durant les 2 années suivantes, tout semblait bien aller pour Monsieur George Bailey et Mademoiselle Susie Young. En 1899, un homme nommé Monsieur John Courtney Best fut employé pour aider à la ferme. Monsieur Best est né le 8 avril 1865 dans la ville de Sackville, au Nouveau-Brunswick, et a grandi comme l'un des 9 enfants. Ses premières années furent partagées entre une scolarité structurée jusqu'à l'âge de 12 ans et un travail manuel à la ferme
qui lui inculqua une solide éthique de travail. Au cours de ces années, son talent exceptionnel de tireur d'élite le distingua et lui valut une grande reconnaissance au sein de la communauté. Après ses études, il travailla 10 ans dans une ferme de monsieur Alfred Ayres, un grand ami de son père. Cependant, le travail à la ferme n'était pas très bien payé, et dans le but de gagner plus d'argent, il commença à explorer d'autres opportunités d'emploi. Au cours des années suivantes, il travailla dans une usine de chaussures, une épicerie et un hôtel local de Sackville. Le tournant dans la vie de John Best eut lieu en 1891 lorsque sa sœur, Madame Nettie Styles, fit un voyage de retour dans sa ville natale de Sackville. Depuis la maison qu'elle partageait avec son mari Aline, elle évoqua avec son frère les usines et l'industrie de la ville, lui proposant de l'accompagner au retour. Il accepta et, arrivé à Lynn, choisit d'y rester. Il trouva rapidement un emploi chez J. Berenton, un fabricant de talons, et tout semblait bien se passer pour lui. Cependant, l'année 1898 apporta des défis imprévus lorsque John fut accusé d'agression et condamné à 4 mois de prison qu'il purgea à la maison de correction de Salem. Sans se laisser décourager, à sa sortie, il retourna à Lynn et trouva un emploi chez un autre fabricant de talons. Cependant, il retourna chez J. Berenton jusqu'à la grève des ouvriers en 1899. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les syndicats ouvriers aux États-Unis d'Amérique étaient en pleine expansion. Ils s'occupèrent de questions telles que les longues heures de travail et la rémunération insuffisante. À cette époque, le contexte juridique n'était pas favorable aux syndicats. Les décisions de justice reflétèrent souvent une tendance à se ranger du côté des employeurs, limitant la capacité des travailleurs à organiser une grève. De plus, le sentiment antisyndical parmi certains segments du public et des décideurs compliquait davantage les efforts des syndicats. Cependant, les travailleurs chez J. Berenton ont fait grève, ce qui a laissé les employés dépendre du maigre montant de l'indemnité de grève qu'ils recevaient. Et comme beaucoup de personnes qui y travaillaient, John Courtney a dû faire face à des difficultés financières puisqu'il se retrouvait désormais sans revenu adéquat. C'est pourquoi, pendant la grève, il a réussi à trouver un emploi à la modeste ferme Breakheart Hill, appartenant à monsieur George Bailey. Son passage à la ferme a duré 1 mois, jusqu'à la fin de la grève, ce qui l'a poussé à retourner chez J. Berenton en mai 1900. Désenchanté par le milieu industriel, il s'est pleinement consacré au travail agricole à temps plein avec monsieur George Bailey. Les deux hommes sont convenus que monsieur Best effectuerait la moitié des travaux de culture à la ferme en échange d'une chambre pour dormir et de la moitié des bénéfices des récoltes. Au cœur du paysage pittoresque de Breakheart Hill, une relation complexe commença à se nouer entre George Bailey, Susie Young et John Best. En apparence, le trio donnait l'image de l'unité, travaillant côte à côte, mais sous cette façade de tranquillité couvaient des tensions inavouées. Monsieur Best exprima des réserves quant à la façon dont monsieur Bailey traitait les animaux de la ferme et remit en question la transparence de ses transactions financières. Monsieur Bailey, à son tour, porta des accusations contre monsieur Best, évoquant une paresse supposée et une lutte apparente avec l'alcool. Les subtilités de ces dynamiques furent révélées à travers la gestion stratégique des finances de monsieur Best par monsieur Bailey. Le salaire n'était pas versé immédiatement, mais plutôt retardé de manière tactique jusqu'après la vente des récoltes, une mesure calculée pour éviter que les gains de monsieur Best ne soient gaspillés. Au saloon local, George Bailey allouait soigneusement des fonds limités pour l'équipement agricole, conscient de la tendance de monsieur Best à dissiper son argent dans des activités moins productives. La situation était loin d'être bonne. C'était une situation de griefs non résolus, de soucis financiers et de désaccords nuisant à leur relation. C'était aussi préjudiciable à la prospérité de la ferme. Le 27 septembre 1900, Mademoiselle Young quitta Breakheart Hill pour aller voir sa mère malade dans le Wisconsin. George Bailey choisit de ne pas l'accompagner, sa réticence étant liée aux circonstances de son précédent départ précipité de la ville. Elle partit donc seule, accompagnée de son jeune fils. Par conséquent, George Bailey et John Best se retrouvèrent à devoir travailler ensemble sans l'influence apaisante de Mademoiselle Young. Tout semblait paisible jusqu'au lundi 8 octobre. Cette nuit-là, des perturbations inattendues survinrent entre 21h30 et 21h40.
2 coups de feu distincts ont déchiré l'air vers 22 heures. Hannah Hawks, une résidente âgée qui vivait sur la route menant à la ferme, a entendu le départ précipité d'une calèche venant de la ferme en direction de sa maison. Plus tard dans la nuit, elle fut tirée de son sommeil par le retour de la calèche, résonnant d'un mystérieux voyage sous le couvert de l'obscurité. Plus loin, à Lynn, Madame Orabed, qui habitait près de l'étang Floating Bridge, vécut un épisode inhabituel vers 1h30 du matin. Le cliquetis d'une charrette attira son attention, et en se levant, elle la vit passer devant sa maison. Le bruit des sabots du cheval sur les planches accompagna la charrette jusqu'au milieu du pont. Après 5 minutes de silence, elle entendit le cheval être ramené sur le pont, suivi du retour de la charrette devant sa maison. Le bruit particulier qu'elle faisait en passant suggérait qu'elle avait peut-être une roue desserrée. Le lendemain, mardi 9 octobre, M. Bailey était introuvable. Semblant inquiet de sa disparition, M. Best se rendit chez ses voisins Sarah Rowe, Simon McCanner et Annie Dwyer pour leur demander s'ils l'avaient vu. Un sentiment de malaise accompagnait ces questions, ces paroles empreintes d'inquiétude. Il leur dit que M. Bailey n'avait pas été vu depuis 20 heures la veille au soir. Pendant ce temps, M. James W. Thomas avait remarqué un feu de joie dans la cour de la ferme Breakheart Hill. Bien que cela ne soit pas inédit, il était assez inhabituel qu'un feu soit aussi proche de la maison. Il est allé enquêter et, alors que les flammes vacillaient, il a remarqué ce qui semblait être un fragment de couverture de cheval dissimulé dans les braises. Pour ajouter au mystère qui se dévoilait, il y avait les observations perspicaces de Johnny Mitchell et Win Rowe, les jeunes assistants de la ferme. Ils avaient déjà remarqué que 2 couvertures de cheval manquaient, ce qui était très étrange car elles étaient toujours rangées au même endroit. Bien que aucun rapport officiel n'ait été déposé, la nouvelle de la disparition de M. George Bailey s'est rapidement répandue dans la région. M. Clough, copropriétaire de la propriété, a eu vent de ces rumeurs. Les spéculations allaient bon train, certains affirmant que M. Best, désormais seul à la ferme, négligeait le bétail en raison de son ivresse fréquente. Poussé par un mélange de curiosité et d'inquiétude, M. Clough s'est rendu sur la propriété et a eu une conversation directe avec M. Best. Au cours d'un échange franc, M. Best avança l'idée que M. Bailey s'était enfui, alléguant une arrestation imminente pour avoir abandonné sa femme et ses 6 enfants. Le 17 octobre, le calme de Floating Bridge Pond fut brisé par une découverte macabre, le torse d'un homme dissimulé dans un sac. 2 balles avaient traversé le corps. Le soupçon flottait, un murmure suggérant que cette découverte macabre pourrait concerner M. George Bailey. La police s'est rendue directement à la ferme de Breakheart Hill pour parler avec M. John Best. Ils lui ont demandé de les accompagner au poste et lui ont confié la lourde tâche d'essayer d'identifier le corps. Pourtant, avant d'accomplir ce devoir sombre, il sortit une pinte de whisky à moitié pleine et en but rapidement le contenu. Peut-être un recours frénétique à l'alcool, afin de l'aider à affronter avec appréhension la tristesse qui l'attendait, M. Best confirma que les vêtements recouvrant le malheureux cadavre appartenaient à M. George Bailey. La journée se poursuivit lorsque les jambes du malheureux homme furent retrouvées. Le chef de la police de Saugus, Charles Thompson, confirma plus tard l'identification de M. Best. Avec une précision troublante, il a fait correspondre la taille, la couleur des cheveux et la pointure du cadavre à celle du disparu, M. Bailey. La sinistre saga s'est aggravée quand le cordonnier, M. Darius Dugway Brewer, expert, a confirmé que les chaussures étaient celles de M. George Bailey, ajoutant une note poignante. Un petit sac à montre, méticuleusement confectionné par Mademoiselle Young, a été découvert sur le corps. Quand les sacs couvrant les restes de M. Bailey ont été retirés, une révélation glaçante a surgi. Il portait l'empreinte distincte de la société IHS et Fils, avec les mots foin et grain inscrits dessus. C'était un fournisseur très souvent privilégié par George Bailey. Lors de leur enquête à la ferme, la police est tombée sur une série de sacs étrangement identiques, projetant une ombre sinistre sur le paysage et accentuant le mystère entourant la disparition tragique de M. George Bailey. George Neil, de la police d'État du Massachusetts, a dirigé l'enquête avec l'aide des agents de Lynn et de Sargas.
Après l'identification du corps, la police a demandé la permission à Monsieur Best de fouiller la maison. Une demande à laquelle il a consenti et il leur a fourni des lanternes pour la tâche. Au cours de la fouille, une découverte majeure a eu lieu. L'une des 2 balles extraites du corps correspondait au canon d'un fusil retrouvé à la ferme. L'analyse de l'arme à feu a suggéré qu'il y avait eu un tir récent. Monsieur Best a cependant affirmé que l'arme avait tiré accidentellement environ 1 semaine plus tôt. Un examen plus minutieux de la maison a révélé des détails troublants, notamment des taches de sang sur la moquette, le papier peint et le rebord de la fenêtre de la chambre de Monsieur Best. Lorsqu'on l'a interrogé au sujet de ces marques inquiétantes, Monsieur Best a assuré aux agents qu'elles étaient présentes depuis son emménagement. À la lumière de ces découvertes, Monsieur John Best a été arrêté pour suspicion de meurtre. Le lendemain, cela a ajouté une nouvelle dimension à l'énigme lorsque la police a remarqué le retrait délibéré de plusieurs pierres du mur. Fait remarquable, ces pierres reflétaient à la fois la couleur et la composition géologique de celles qui avaient été placées dans les sacs utilisés pour lester le corps de Monsieur Bailey. Le 18 octobre, le docteur Pinkman a déterminé que la date du meurtre était le 8 octobre. Il a fait cette supposition en se basant sur le contenu de l'estomac du défunt. La trajectoire de la balle suggérait que Monsieur Bailey, assis, avait été abattu à un angle de 45 degrés. Le docteur Pinkman a précisé qu'une hémorragie interne pourrait expliquer l'absence de traces de sang sur les lieux de la fusillade. Cependant, il a poursuivi en disant que la zone où les membres avaient été sectionnés aurait été couverte de sang. Avec ces informations, la police a donc décidé de se concentrer sur la recherche de cet endroit. La cartouche trouvée sous la fenêtre d'une grange a renforcé l'idée que Monsieur Bailey avait été abattu alors qu'il était dans sa charrette. Plus tard, cependant, après avoir découvert le par-dessus de Monsieur Bailey dans sa chambre, la police a modifié sa théorie et a décidé que la fusillade avait eu lieu dans la cuisine. Plus tard, la théorie a changé lorsqu'on a suggéré que Monsieur Bailey avait été abattu en montant les escaliers de la cave de la grange. Mademoiselle Young est revenue du Maine le 22 octobre. Son chagrin était très évident. Elle a parlé au détective. Elle a montré les taches de sang sur le sol et les murs de la réserve et a dit qu'elle n'était pas présente. Lorsqu'elle est partie, elle a dit aux agents qu'il semblait que quelqu'un avait récemment nettoyé le sol. Lorsque la police a examiné la zone, elle a soupçonné que cela devait être l'endroit où le corps de Monsieur Bailey avait été démembré. Le procès de Monsieur John Courtney Best a commencé le 18 mars 1901 et une atmosphère d'anticipation régnait dans la salle d'audience. La presse et le public étant captivés par les débats. Cependant, ce n'est qu'au 5e jour de ce spectacle judiciaire captivant que le récit a pris une tournure fascinante. Monsieur William H. Stiles, le beau-frère de l'accusé, s'est avancé à la barre des témoins, révélant une conversation qu'il avait eue avec les prévenus. Il a déclaré que Monsieur Best avait révélé l'existence de biens cachés, y compris une montre dissimulée dans le sous-sol de la grange. Il a ajouté que son beau-frère lui avait demandé de la jeter aussi loin que possible, à la limite des basses eaux. Monsieur Stiles a poursuivi en disant cela. Monsieur Best n'a pas dit à qui la montre appartenait, mais il avait mentionné que si elle était retrouvée, cela entraînerait sa perte. Après cette révélation surprenante, les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues à la ferme de Breakheart Hill. Après une fouille, ils y ont trouvé, caché parmi les chevrons, un paquet soigneusement enveloppé dans du papier journal qui contenait une précieuse montre en or, 75 $ en espèces, un couteau de poche et un fragment d'un manteau en cuir. Rappelant la tenue de Monsieur Bailey le jour de son décès, un gentleman nommé Monsieur Hawkes, Monsieur Palmer, qui était un horloger réputé de Pittston, dans le comté de Kennebec, dans le Maine, a témoigné que le numéro de série de la montre correspondait à celui d'une pièce d'horlogerie que Monsieur Bailey lui avait confié à réparer à 2 reprises en 1891. En réponse aux questions concernant la montre, Monsieur Best a déclaré au tribunal qu'il ne l'avait acquise qu'après la disparition de Monsieur Bailey. Il a insisté que le défunt lui devait de l'argent et voyait cela comme le seul moyen de récupérer sa créance. Le procès s'est conclu le 28 mars. La presse et le public attendaient avec impatience le verdict du jury. Après 6 heures d'attente, le jury est revenu pour déclarer l'accusé, Monsieur John Courtney Best, coupable du meurtre de Monsieur George Bailey, et le juge l'a condamné à mort. Il y eut les appels habituels, mais ils furent tous rejetés. Le 28 août,
1902, Monsieur John Courtney Best fut transféré de la prison de Salem à la prison d'État de Charlestown. Son exécution eut lieu là-bas le 9 septembre, pendant laquelle il garda son calme et s'abstint de prononcer ses derniers mots. Une lettre qu'il avait écrite à ses parents peu de temps avant son exécution fut révélée au public le 20 septembre. Dans la lettre, il détaillait l'état de ses affaires personnelles et affirmait une fois de plus son innocence. Pour le quatrième cas, nous allons dans l'Argentine du 19e siècle. Clorinda Saracán est née en 1830 à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Un pays couvrant une grande partie du sud de l'Amérique du Sud est classé 8e plus grand au monde. En 1830, Buenos Aires était encore assez petite et beaucoup de ses habitants vivaient dans des communautés rurales à la périphérie du centre-ville. La famille de Clorinda, cependant, était considérée comme aisée et vivait dans l'un des quartiers les plus riches. Ses parents veillaient à ce que leurs enfants soient instruits, et Clorinda apprit toutes les bonnes manières associées à une jeune fille. Au début du 19e siècle, elle était considérée comme très belle, et sa famille tenait absolument à ce qu'elle fasse un bon mariage. Pour améliorer davantage leur situation et conserver la richesse au sein d'un petit nombre de familles, il était courant que les mariages des jeunes filles et des jeunes hommes issus des hautes sphères sociales soient arrangés par leurs parents. Et maintenant que Clorinda avait 15 ans, Seigneur Saracán commença à chercher un mari convenable pour sa fille. Depuis les années 1820, le pays avait une économie instable, le gouvernement ayant beaucoup emprunté pour financer des projets et rembourser les dettes de guerre. La monnaie, le peso, commença alors à perdre de sa valeur. Il y avait eu une nouvelle crise monétaire en 1838 et 1839 et maintenant, en 1845, le peso n'allait de nouveau pas bien. La performance économique de l'Argentine n'était pas meilleure non plus. La situation économique en Argentine rendait encore plus important pour Monsieur Saracán de trouver un parti acceptable pour sa fille. Il savait qu'il devait choisir prudemment car même aisé, sa famille n'appartenait pas à l'élite de Buenos Aires. Il fit la connaissance d'un homme très respecté et fortuné du nom de Jacobo Fiorini. Mais il aimait qu'on l'appelle simplement Fiorini. Il était dans la fin de la quarantaine et c'était un portraitiste talentueux qui était venu en Argentine de la ville italienne de Ferrare. Dans les années 1820, il y était allé avec un autre artiste italien nommé Alessandro Succelli et Fiorini appartenait à une famille d'artistes célèbres dans leur région depuis le XVe siècle. La migration italienne vers l'Argentine était courante à l'époque, surtout vers la capitale, Buenos Aires. Des millions d'Italiens auraient émigré en Argentine au 19e et début 20e siècle. La famille Saracán considérait M. Fiorini comme un excellent parti pour leur fille. Bien que Clorinda ait été déçue que le mariage qu'on lui avait arrangé soit avec un homme de plus de 30 ans, son aîné, cependant, elle avait toujours su que les mariages arrangés avec des hommes plus âgés et financièrement établis étaient une pratique courante, et que l'on attendait des jeunes femmes qu'elles acceptent cela si elles voulaient améliorer le statut de leur famille. En 1845, la date du mariage fut fixée et, lors d'une splendide cérémonie, Clorinda Saracán, âgée de 15 ans, épousa le seigneur Jacobal Fiorini. C'était la première fois que beaucoup d'amis de Fiorini rencontraient Clorinda, et ils furent tous frappés par sa beauté exceptionnelle. Clorinda et son nouveau mari menaient une vie très confortable. Ils vivaient dans un magnifique domaine à la campagne, en périphérie de la ville, dans une localité appelée Santos Lugares. Clorinda avait des domestiques à la maison et plusieurs ouvriers sur les terres. Son mari s'était imposé comme l'un des meilleurs portraitistes d'Argentine. Il possédait un atelier d'art réputé et réalisait des portraits remarqués pour des personnalités éminentes, souvent parmi les plus célèbres de la société de Buenos Aires. Mais Fiorini était aussi un homme de vision, car après l'introduction des premiers appareils photo à boîtier en Europe, une invention d'un ingénieur français nommé Louis Daguerre, Fiorini a compris que cela pourrait signifier que beaucoup moins de personnes commanderaient ses œuvres, surtout puisque la nouvelle de l'appareil photo avait été rapportée dans toute l'Argentine. Il savait que la photographie à boîtier serait bien moins coûteuse que de commander un portrait. Il a donc amené un appareil photo à son atelier et proposé la photographie de portrait en plus de ses peintures. Cela signifiait aussi que sa clientèle s'élargissait, car désormais, il n'y avait plus seulement les personnes les plus riches de la ville qui fréquentaient son atelier.
Son entreprise était désormais si prospère qu'il a embauché 2 assistants. Tout le monde semblait être émerveillé par cette nouvelle invention, et beaucoup de personnes étaient intriguées de découvrir comment elle fonctionnait réellement. Et maintenant, grâce à son succès grandissant, Señor Farini est devenu une personne encore plus connue et plus populaire à Buenos Aires. Il prenait désormais des photographies non seulement des plus riches, mais aussi des personnes vivant dans les quartiers plus bourgeois de la ville. Même s'il était déjà un homme très riche, maintenant qu'il avait le studio de photographie, ses revenus continuaient d'augmenter, tout comme sa renommée. Encore plus de personnes le reconnaissaient dans ses activités quotidiennes. Alors qu'il marchait le long des boulevards, les gens se murmuraient que c'était Monsieur Fiorini, le célèbre artiste et photographe, mais Fiorini se contentait généralement de sourire et de continuer son chemin. Cependant, malgré son succès et sa richesse accrue, son mariage avec Clorinda n'était pas heureux. Ils étaient maintenant mariés depuis 10 ans et avaient 5 enfants ensemble. Mais Clorinda était devenue assez désenchantée par le célèbre artiste. Il semblait toujours être dans son studio photographique, tandis qu'elle restait à la ferme avec les enfants. Elle avait maintenant 25 ans et pensait qu'il y avait des choses plus intéressantes qu'elle pourrait faire, mais son mari continuait simplement à travailler. Il était maintenant un gentleman d'une 60aine d'années, et il ne semblait pas se soucier du fait que sa femme puisse être mécontente de son mariage. Après tout, elle avait 5 enfants à s'occuper, et il lui offrait une belle maison, des domestiques, de la richesse et un statut social élevé. Il croyait qu'elle devrait être heureuse avec tout ce qu'il lui avait donné. Peu de temps après, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Clorinda avait été vue à plusieurs reprises en compagnie d'un contremaître agricole de 25 ans nommé Crispin Gutiérrez. Fiorini, cependant, ne semblait pas très préoccupé. Il avait un studio d'art et de photographie prospère à gérer et disait qu'il n'avait pas le temps de s'inquiéter des indiscrétions de sa femme. Il pensait que toute relation qu'elle pourrait avoir finirait bientôt par s'essouffler. Après tout, il n'était qu'un pauvre ouvrier. Il était rustre et peu sophistiqué, et Clorinda se lasserait vite de lui. Cependant, la relation entre Clorinda et le contremaître de la ferme continua. Le 9 octobre 1856, Señor Fiorini décida qu'il en avait assez de Crispin Gutiérrez, âgé de 25 ans. Il était devenu de notoriété publique dans toute la ville que l'épouse du célèbre Señor Jacobo Fiorini entretenait une relation avec l'un de ses employés. Désormais, lorsqu'il marchait le long des boulevards de Buenos Aires, au lieu que les gens murmurent qu'il s'agissait de Señor Fiorini, le célèbre artiste et photographe, il disait désormais qu'il s'agissait de Señor Fiorini, dont la femme entretenait une liaison avec un régisseur de ferme. Là d'être moqué, il se rendit à la ferme pour affronter Crispin Gutiérrez. Il lui dit qu'il devait choisir entre quitter sa femme ou être renvoyé. Crispin, cependant, ne voulait pas renoncer à Clorinda. Il n'avait aucune honte et, au lieu d'accepter la rupture avec respect, il s'est mis très en colère. Il a dit à son maître que lui et Clorinda étaient amoureux et qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Il est devenu très violent et a même menacé de tuer Monsieur Fiorini. Monsieur Fiorini était tellement effrayé par cette terrible épreuve qu'il courut jusqu'à la maison où il se réfugia dans sa chambre et ferma la porte à clé. Plus tard dans l'après-midi, Clorinda monta dans la chambre. Elle dit à son mari qu'il n'y avait rien à craindre. Elle dit que Crispin avait décidé de partir définitivement et qu'il ne reviendrait jamais à la ferme. À la place, il chercherait du travail en ville. Clorinda était très persuasive. Elle parla très tendrement à son mari et ses paroles le rassurèrent. Finalement, il sortit de la chambre et descendit au rez-de-chaussée. Elle lui dit de s'asseoir pendant qu'elle allait à la cuisine et leur préparer quelque chose à manger. Monsieur Fiorini se sentait encore un peu anxieux, mais sa femme le mit rapidement à l'aise. Cependant, il se retourna vite quand Clorinda quitta la cuisine pour aller à la porte d'entrée. Elle l'ouvrit et là, dehors, se trouvaient Crispin Gutiérrez et son frère, nommé Remigio. Avant que Señor Fiorini ne réagisse, les 2 hommes étaient déjà dans la maison et l'attaquaient avec des bâtons en bois. Ils l'ont frappé plusieurs fois à la tête, puis l'ont battu avec un pot en argile. Finalement, ils lui ont tiré dessus et le célèbre artiste et photographe Señor Jacobo Fiorini était mort. L'attaque brutale a été vue par Clorinda, qui est restée là tout du long à regarder, sans jamais essayer d'aller chercher de l'aide ou d'intervenir. Son mari repoussait les frères Gutiérrez alors que Señor Fiorini gisait mort. La maison était en désordre, avec des éclats de peau en argile au sol et du sang sur les meubles et murs. Étrangement cependant, au lieu que Clorinda et les frères Gutiérrez nettoient tout,
Clorinda a demandé aux femmes de ménage de la cuisine de s'en charger. Pendant qu'elle faisait cela, les frères ont transporté le corps de Fiorini au potager, creusé un trou et l'ont enterré. Après l'enterrement, ils ont planté des choux-fleurs pour que la terre paraisse être un potager ordinaire. Après le meurtre, Clorinda, Crispin et Remigio ont continué à vivre à la ferme et ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes, comme si de rien n'était, même s'ils ne faisaient que jouer la comédie. L'absence de Fiorini de son atelier fut rapidement remarquée, et après qu'il ne fut pas vu pendant 2 semaines, ses amis et associés allèrent à la ferme demander à Clorinda si elle savait pourquoi Fiorini n'était pas venu travailler. Clorinda leur dit qu'elle ne savait pas où il était, car il lui parlait rarement de ses affaires. Elle pense qu'il était sans doute parti peindre, après tout. Il était célèbre et aurait pu recevoir une commande d'une famille riche d'une autre région d'Argentine. Ces réponses paraissaient peu plausibles. Il ne serait pas parti sans prévenir quelqu'un. Il parlait toujours de ses actions à ses amis. Alors pourquoi aurait-il été secret cette fois? Il trouvait que Clorinda paraissait indifférente à la localisation de son mari et rejetait leurs inquiétudes. Comme Fiorini n'avait pas été vu depuis plus de 2 semaines et que Clorinda ne semblait pas du tout inquiète, les amis de son mari sont devenus quelque peu méfiants. Il était connu et apprécié à Buenos Aires, jouissant d'une certaine renommée dans une entreprise établie. Et il était devenu de notoriété publique que sa jeune épouse avait eu une liaison avec l'un des ouvriers de la ferme. Ses amis ont décidé de signaler la disparition aux journaux, en espérant que les gens liraient les informations concernant la personne disparue, et qu'il serait bientôt retrouvé. Cependant, il ne l'a pas été, et personne n'a répondu à l'avis de disparition. Ses amis sont donc retournés à la ferme pour parler à Clorinda, mais ses réponses sont restées vagues. Elle a juste dit qu'elle ignorait où son mari était allé. De plus en plus inquiets et soupçonnant que Clorinda cachait des informations, les amis de Senior Fiorini ont contacté la police. La police s'est rendue à la ferme et a parlé à Clorinda. Mais ils ont constaté qu'elle ne s'intéressait pas à l'endroit où était son mari et éludait leurs questions par des réponses vagues. Un mandat serait nécessaire pour entrer dans la ferme. Le 29 octobre, un juge de la Cour suprême a délivré un mandat qui a permis à la police et aux détectives d'entrer sur la propriété de M. Fiorini et d'interroger le personnel. Lors de l'interrogatoire, tous ont affirmé ne pas avoir vu le maître depuis environ 4 semaines, ni savoir où il était allé. La police, cependant, ne les a pas crus. Ils savaient que le personnel ne disait pas toute la vérité. Les ouvriers pauvres savaient qu'en cas de problème pour la maîtresse, ils ne seraient pas payés et peineraient à retrouver un emploi. La police leur a dit qu'ils seraient tous placés en garde à vue et qu'ils y resteraient jusqu'à ce que quelqu'un leur révèle où se trouvait leur maître. Mais malgré cela, personne n'a parlé. Ils ont alors tous été emmenés au commissariat. Une fois sur place, cependant, ils ont commencé à devenir assez nerveux. Crispin Gutiérrez était un homme avec très peu d'instructions. Et il croyait que s'il avouait, tout irait bien pour lui et pour tous les autres membres du personnel qui étaient en garde à vue. Il a alors raconté aux policiers le récit macabre de ce qui est arrivé à M. Fiorini le 9 octobre. Il leur a ensuite montré l'endroit où le corps était enterré. Le corps de Jacobo Fiorini a alors été exhumé et a reçu une sépulture décente où ses amis et ses enfants ont pu pleurer sa mort. Clorinda et les frères Gutiérrez ont tous été arrêtés et accusés de meurtre. Le procès a fait sensation et a commencé le 19 novembre 1856. Clorinda était défendue par Carlos Tejedor, un jeune avocat brillant qui rédigerait plus tard le code pénal argentin. Cependant, il a eu du mal à présenter un bon argument pour représenter Clorinda, et il a plutôt choqué le tribunal lorsqu'il a révélé que Senior Fiorini n'était pas seulement le mari de Clorinda, il était aussi son père, car il avait autrefois eu une relation illicite avec la mère de l'accusé. La déclaration a provoqué une agitation parmi les personnes présentes au procès. Mais il n'a jamais été confirmé que cela était en fait vrai. Cela a peut-être simplement servi à détourner l'attention de son crime. Malgré cela, le trio a été condamné à mort par peloton d'exécution, puis leur corps devait être exposé pendant 12 heures à la Plaza del Mayo de Buenos Aires. C'était un acte destiné à dissuader d'autres criminels potentiels, pendant qu'ils attendaient la date de leur exécution. Remigio a réussi à s'évader de la prison, mais il a été rapidement repris par la suite. Les sentences devaient être exécutées le 4 décembre, mais à l'approche du jour, l'avocat de Clorinda informa les magistrats qu'elle était enceinte, donc l'exécution devrait être retardée jusqu'après son accouchement. C'était un avocat très astucieux et il réussit à gagner la sympathie du public pendant ces mois.
Une dame nommée Marquita Sanchez de Thompson avec la société de bienfaisance organisa une pétition demandant que Clorinda soit graciée. La pétition fut signée par 7000 personnes, ce qui était considérable étant donné qu'à l'époque, la population de Buenos Aires n'était que de 90 000 habitants. Les peines de Clorinda et des frères Gutiérrez furent réduites à 10 ans, mais Clorinda n'a pas purgé sa peine. Tout cela parce qu'elle fut libérée plus tôt pour bonne conduite. Une fois libérée, elle a quitté Buenos Aires, a changé de nom et a disparu de la vie publique. Ce qui lui arriva ensuite reste inconnu. Elle fut la dernière femme condamnée à mort en Argentine. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté, et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine pour un nouveau Briefcase.